On peut commencer? Bien. Bonsoir. Je suis heureux de participer à l'événement. Je ne connaissais pas auparavant. Et en espérant qu'il y ait comme ça de plus en plus d'événements, parrainés par le Rav Steinsaltz, qui est toujours, en rentrant, de le voir comme ça derrière son bureau, c'est une émotion. Une émotion de voir cet homme-là, toujours, c'est vraiment Ibadel Lechaim Arukim. C'est vraiment une... on ne peut pas décrire ça. Alors, on va parler pendant une petite heure du sens de la parole, du sens des mots, de la façon dont les mots régissent les relations humaines. Et avant d'entamer une réflexion basée sur certains textes du Midrash et évidemment un texte du Shmirat HaLashon qu'on va essayer d'analyser, j'aurais voulu avant tout parler également du concept du nom, le nom. Il y avait un petit feuillet informatif concernant des sujets qu'on pouvait aborder, et là-bas on parlait du nom. Et alors il y a quelques années, mener une petite recherche sur le nom, et je me suis dit que ça valait le coup en fait d'en ramener quelques données. En fait, le nom, vous savez que le nom juif, le nom des juifs, est quelque chose qui est apparu uniquement au XVIIIe siècle. Avant cela, les noms juifs étaient rares, on ne connaissait pas vraiment de nom. C'est vraiment sous demande de décret impérial que les juifs en fait ont dû prendre des noms. Et ce qui est très intéressant, c'est le nom, c'est évidemment ce qui nous nomme, c'est ce qui nous représente, c'est le mot avec lequel on se présente aux gens. C'est le nom généralement, c'est le mot qu'on se rappelle qu'on a rencontré quelqu'un et on se dit attends, celui-là il a un nom un petit peu bizarre, un peu compliqué, un peu trop simple. Ah oui, c'est un Cohen, non, c'est un Lévi, ah non, c'est un Levrek. Voilà, donc en fait, le nom c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose dont en fait on se rappelle puisque c'est ce qui va désigner pour nous souvent mentalement la personne. Évidemment, le physique également peut-être, mais le nom c'est quelque chose qui est là. Et alors, je vais à l'époque essayer de comprendre d'où venaient les noms des Juifs. Et en fait, c'est fascinant. Il y a un professeur en Israël qui s'appelle le professeur Dembski, qui habite à Efrat, qui a écrit une série de livres qui s'appelle Ve'ele Shemot, en réminiscence au verset de la Torah, Ve'ele Shemot Bnei Israël. Et il a en fait défini les 13 modèles qui apparaissent dans l'histoire des Juifs pour désigner les noms. Alors, je vais vous en donner quelques-uns parce que c'est vraiment intéressant. Alors, on a par exemple le nom patronyme. Le nom patronyme, c'est quoi? En fait, c'est le nom qui est donné sur la base du père ou du grand-père. Par exemple, Abraham va donner, donc Abraham, notre père, va donner Abrams, Abramov, Abramovitch, Abramasdé. Abramasdé, c'est plus iranien comme nom. Brahmi. Vous voyez, des noms comme ça qui ont tous une même origine, mais enfin, ils ont une consonance différente, mais une origine commune. Yaakov va donner par exemple Yankel, Jankelevitch, Kopel, Koplovitch, Kaufman, ou alors encore Yehuda. Yehuda biblique. Le Yehuda biblique, c'est également le lion. Il est béni Gour Aryeh Yehuda par son père. Donc en yiddish, on dit Leib, ce qui va donner donc Leibovitch, Leibel, Leibinson. Vous voyez, tout ça, c'est sur la base d'une conception d'un nom qui est patronyme. On a également des noms qui sont matronymes. Par exemple, Sarah va donner Soros, Soroskin. Ou alors pour ceux qui ont connu la yeshiva d'Aix-les-Bains à l'époque, Zichrono Livracha, Chaya va donner le mot Chaikin. Vous voyez, donc c'est un nom qui est basé sur la mère Esther, Esterman. Et on a également des noms qui sont des noms toponymiques. Donc en fait, le nom dépend du lieu d'habitation. À un moment donné, ça a été important. Ça peut être une ville, un village, une région, un pays. Alors et ça nous montre évidemment le caractère nomade également des communautés juives. On a des communautés juives un peu partout. Alors ce qu'on a ici, on a par exemple Galinsky, Kanievski. Le Rav Kanievski, c'est lié à le nom d'une ville. Yerushalmi, Hamburger, à ne pas se tromper avec. Sharabi, ou alors Bloch, Deutsch, Hollander. Vous voyez des noms Sarfati, Franco évidemment. D'accord. Donc ensuite, une autre catégorie, ce sont les noms dynastiques. Alors on a évidemment les Lévi, les Cohen. C'est une fonction sacerdotale. On a également des... alors ça c'est après, on va y arriver. Attendez. Alors d'abord donc des noms dynastiques, donc comme Lévi, Cohen. On a également, par exemple, dans les Kohanim, Kogan, Kahana. Kogan, je vous rappelle que le Chafetz Chaim lui-même, d'accord, avait également, c'était un Cohen, il s'appelait également Kogan.
Kahana, ou alors Kaplan, Kaplan qui veut dire le temple, donc celui qui servait au temple. Katz, quel rapport entre Katz et les Kohanim? Alors, c'est Kohen Tzedek, d'accord? Donc c'est un acrostiche de Kohen Tzedek. Mazé, il y a une rue qui est Mazé à Jérusalem, il y a un Mazé dans le monde sioniste. C'est quoi Mazé? C'est Misera Aaron à Cohen. D'accord? Misera Aaron à Cohen, donc Mazé. Vous voyez, Lévin, Lévitas, Lévinas, puisqu'on y est. Ensuite, on a des noms qui sont des noms inventés, d'accord? Ou alors ornemental. Ça apparaît essentiellement dans le monde ashkénaze, des noms qui sont avec des bases de yiddish, comme par exemple des couleurs. Alors, le vert va donner green, Greenberg. Le rouge va donner Roth. Le blanc va donner Weiss. Le noir va donner Schwarz, Blau. Vous voyez des noms, on entend des noms derrière tout ça. Hein. Kupfer. Kupfer va donner, c'est le plomb. D'accord. Des noms encore intéressants. Bloom, d'accord, évidemment lié à la fleur. Holz, Holzer, vous voyez. Ensuite, on a des noms qui sont des noms de profession et d'activité. Par exemple, on a Gravitz. Gravitz qui est un couturier. Wechsler qui est un monnayeur. Haddad ou Schlusser, d'accord. Sayag ou Goldschmidt qui ont les mêmes noms, seulement un vient du nord, un vient du sud. D'accord, ce sont des orfèvres. Tebib ou alors Chachim, c'est évidemment le Toubib, c'est-à-dire vraiment le médecin. D'accord, le Chachim, c'était également celui qui était le sage, c'était le médecin. On a d'autres noms qui viennent de surnoms ou alors de qualités individuelles. Un homme qui était perçu comme étant un homme bon. Alors ça va être de Gutman, El Maliach, voyez, un homme qui est poli et raffiné, Galanti, vous voyez, c'est des noms plus à consonance italienne. Un homme qui est respectable, Yakar, d'accord, Yakar ou alors même Caro. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste des noms avec des valeurs juives. Par exemple, Rachamim, Nissim, Nechama. Vous voyez, on a d'autres noms, c'est des fonctions au sein de la communauté juive. Donnez-moi des exemples. Alors, on aura le Gabay, voilà. On aura le rabbin, qui va être Rabinovitz, par exemple, ou le Chacham. Les Arabes, encore aujourd'hui, quand ils voient un rabbin, ils l'appellent El Chacham. D'accord. C'est le Chazan, on va avoir Singer, Soloveitchik. L'enseignant, on va avoir donc le Melamed, le Lerer, Mu'alam, d'accord, Mu'alam également, Moreno, ça vous dit quelque chose tous ces noms-là? Le Shochet, ça va être Shochat, ça va être également Scherter, le Scribe, ça va être le Sofer, d'accord, Sofer, Rabbi Yaakov Sofer, on a beaucoup de Chachamim Sofer dans la Torah, ou alors encore Schreiber. Le Dayan, ça va être Dayan. Celui qui sonne du chauffard, ça va être Toker, par exemple, d'accord, Toker. Il y avait un journaliste connu de Toker. On a évidemment des noms qui sont liés au temps et aux saisons. Ben Shechet, le vendredi. Winter, Sommer. Des noms qui sont liés à une propriété physique. Lang, Yafé, Naé. Grombein, quelqu'un qui est boiteux. Et enfin, on a des noms qui sont basés sur des acrostiches hébraïques. Par exemple, le nom Berg. Le nom Berg qui est, essayez de deviner en acrostiche, Ben Rabbi Gershon. Berg, c'est Ben Rabbi Gershon. Ou alors Harlap, on avait un Rav Harlap très important, élève du Rav Kook. Khatan Rabbi Levi Pinchas. Khatan Rabbi Levi Pinchas. On a quatre, on a dit Kohen Tzedek. Zax, c'est également des Kohanim. Zera Kedoshim. Zax, Zera Kedoshim. Ou alors Volach. Volach, c'était le nom d'une poétesse importante en Israël. Volach, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha. Donc il y a vraiment. C'est peut-être le moment de démentir ce qu'on dit à propos du nom Azoulay. Alors voilà, c'est vrai. On dit souvent que Azoulay, Azoulay, en fait, ce sont des Kohanim déchus. D'accord. Alors, c'est le Chida qui ramène également une théorie sur ce projet-là. Azoulay serait en fait le Pasouk Isha Azoulay v'chanala lo yikachu. D'accord. Que le Kohanim ne peut pas se marier avec une telle femme. Mais donc les Azoulay ne sont pas toujours des Kohanim et pas toujours des Kohanim déchus. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de descendance réelle. C'est plus que ça, j'avais entendu une fois le professeur Baracher, oui, qui avait fait des recherches là-dessus et qui a démenti totalement, même en citant, je pense, un ancêtre du Frida, qui menace de Kherem tout celui qui oserait dire que ça viendrait de là. Voilà. Et ça viendrait plutôt, j'ai un petit peu oublié, mais c'est pas ça. Oui, c'est qu'en fait, ça pose une sorte de
de tâches comme ça sur tous ceux qui s'appellent Azoulay. Ça en fait, ah oui, ce sont des Kohanim déchus. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est comme des noms en français qui ne sont pas toujours très honorables à porter. Alors, voilà. Donc, on a également après des noms hébraïsés. C'était avec l'émergence donc, du sionisme. On aura donc Perelman qui va devenir Ben Yehuda. On va avoir Green qui va se transformer en Ben Gurion. Et on aura Shkolnik qui va devenir Levi Eshkol, par exemple. Ou alors Meir Bar-Ilan qui était avant Berlin, la lignée du natif de Vologine. Voilà, donc vous voyez, on a en fait, c'est très intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai toute une liste là, que j'avais à l'époque menée sur la base des noms communs en France. Enfin voilà, donc c'était en fait une fois pour comprendre que quand on rencontre quelqu'un, enfin moi j'ai la maligne on va dire, habitude de rencontrer quelqu'un et puis qui me donne un nom et de dire quelle est l'origine de ton nom. D'accord? D'où viens-tu? Quelle est l'origine du nom? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Et c'est souvent très étonnant et surprenant que certaines fois des personnes qui ont un certain âge, ou même qui ont déjà que 18-20 ans, quoi, ne sachent pas encore que veut dire leur nom. D'accord? Et certaines fois, pour uniquement d'abord savoir où remonter, et puis d'autres fois peut-être pour hébraïser. Par exemple, moi je suis marié avec une femme qui de famille est Greenspan, et quand j'ai posé la question de savoir que veut dire Greenspan, alors une des théories c'était que Greenspan veut dire vert de gris, c'était un des noms qui avait été donné par les antisémites à cette famille-là, pour leur dire vous n'êtes que du vert de gris, donc de la pourriture. Donc si c'est le cas, je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt à pérenniser un nom qui, on va dire, qui consacre l'antisémitisme. Bon, c'est une question qu'on peut réfléchir. En tout cas, donc, on a dans le monde juif le nom lui-même, mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est que la tradition juive ne se suffit pas du nom pour désigner la qualité d'une personne ou son ascendance, mais cherche plutôt à comprendre le renom. C'est-à-dire qu'en fait, on a le fameux texte Tov Shem, Mishem en Tov. C'est vrai qu'on a le nom, d'accord, mais dans la tradition, ce qui est intéressant, c'est que le nom, c'est quelque chose qui, sur certains côtés, est assez passif, c'est-à-dire qu'on est né et on a été nommé sans avoir à le décider, d'accord. Le Midrash et Zelda, la fameuse Zelda, les Chol Ish et Shem, attribuent pas mal d'antécédents passifs à la nomination d'une personne, mais le Midrash considère qu'il y a un élément de passivité dans l'identité, c'est vrai, mais il faut savoir dépasser justement cette passivité pour se créer et se façonner un nom. C'est le sens donc du renom. Alors, uniquement pour rebondir sur un midrash intéressant, c'est que dans la Torah, vous voyez, quand on nous parle du nom et du renom, ou alors du changement de nom, on a immédiatement en tête la fameuse lutte entre Yaakov et l'envoyé, le malach, comme vous voulez, le malach dans la Torah, en tout cas, ou Ish, l'envoyé des sables selon la tradition. Et ce qui est intéressant, c'est que le changement de nom va s'opérer justement en ce moment-là où il y a combat. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où l'homme décide d'émerger à sa façon dans le monde et de ne plus se suffire de la passivité que le nom lui a accolée, alors il y a combat. D'accord ? Il y a combat, et c'est un combat qui est très intéressant puisque on n'en sort pas toujours en pleine forme, on peut en sortir boiteux. C'est le sens certaines fois de vouloir s'affirmer, de vouloir dire je suis là, c'est moi, j'ai une visée dans ma vie à laquelle je veux arriver. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on vérifie les midrashim sur le combat qu'a mené Yaakov, alors on ne va pas rentrer dans la Sugia, dans l'étude de ces textes-là, mais il y a quelques midrashim, je crois, qui sont absolument passionnants, et ce n'est pas la peine d'aller chez Maïmonide pour trouver des allégories. Vous savez que Maïmonide disait que le combat avec l'ange n'était qu'une allégorie, enfin c'était un rêve. Il ne s'est pas passé réellement, c'était un rêve qu'a fait Yaakov, un rêve prophétique, et donc il a, à la suite de ce rêve-là, changé de nom. La grande question que va lui poser son opposant le Ramban, Nachmanide, c'est que comment, alors qu'on rêve, on peut avoir toutes sortes on en sort boiteux. Alors le Ralbag, David Ben Gershon, dira on connaît des rêves psychosomatiques qui nous font sortir avec un petit peu de mal. Ce n'est pas uniquement un rêve, c'est bien plus que cela. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que quand on vérifie dans les textes du Midrash, sur cette paracha-là, alors on se rend compte que l'accent est posé sur la dimension de solitude. D'accord ? Vaïvater Yaakov levado. D'accord ? Yaakov est resté seul. Et les Chachamim se posent la question, c'est quoi cette solitude ? Il n'avait pas d'amis, il était seul physiquement parce que tout le monde avait déjà avancé. D'accord ? Il est revenu, je vous rappelle, il est revenu de l'autre côté du Habok. Et la question de savoir c'est quoi cette solitude dans le Midrash n'est pas perçue comme étant une solitude, je dirais, sociale. Non, il y avait une solitude ontologique, existentielle. Il s'est à ce moment-là vu lui-même, face à lui-même, et c'était avant de revenir en Eretz Israël, c'est véritablement
la personne qui se met face à ses responsabilités et qui se dit « je vais maintenant continuer une histoire qui va être l'histoire des Bnei Yaakov, des Bnei Israël, et à ce moment-là, je dois remettre les compteurs à zéro et voir véritablement qu'est-ce qui va m'engager. » Et cette bdidout là dans le Midrash, je vais vous citer quelques données. Par exemple, dans le Midrash chez les Chassidim, par exemple, de Shem Mishmuel, le Hadmon de Sochatchov, Rabbi Shmuel de Sochatchov, Borstein de Sochatchov, un commentaire très intéressant et très important, d'ailleurs même sioniste, un des rares Admorim qui était affiché sioniste sur la scène publique. On lui considère que le Levado, Vayivater Yaakov Levado, d'accord, cette solitude existentielle de Yaakov, c'était une solitude face au social, mais il était face à la Shrina, face à la Gdusha. Il n'était pas seul, c'est-à-dire que socialement il était seul, mais dès lors qu'on se déconnecte du social, alors on a une capacité à se reconnecter à la Gdusha. Donc c'était ce Levado-là dont Yaakov avait besoin pour continuer. Alors on a un autre commentaire, par exemple, qui était le maître du Chosé de Lublin, Rabbi Tzvi Elimelech Shapira Medinov, qui lui nous dit ce Levado dont on parle à propos de Yaakov, c'est véritablement une rencontre avec soi-même. On ne peut pas avancer dans la vie, encore moins vouloir créer un peuple, continuer une histoire, rentrer en Eretz Israël, s'il n'y a pas une sorte de remise en question qui je suis vraiment, qui je suis véritablement. Et cette remise en question, elle apparaît sans aller dans la chassidoute, elle apparaît dans le Midrash Rabbah véritablement, et je trouve que c'est passionnant. Quand on nous dit que Yaakov était il était seul, et alors il a vu cet homme qui arrivait, et donc comment il l'a vu? Alors certaines fois le cinéma a des avantages. Il faudrait certaines fois vraiment, au-delà des films comme Ben-Hur ou 10 commandements, qui ont un certain narratif par rapport à ce qui est écrit dans les textes, il y a véritablement une capacité de mettre en scène les midrashim, et ça nous aide à mieux comprendre, parce que quand on nous lit la scène dans le texte biblique, alors on n'a pas toujours, voyez, l'imaginaire assez développé pour comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Yaakov est seul, et puis il y a quelqu'un qui arrive. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête de Yaakov? Qu'est-ce qu'il se dit? C'est qui ce bonhomme? Et pourquoi il vient ici? Et où est-ce qu'il va? Et il me veut du bien, il me veut du mal. Et donc on voit bien qu'il y a tout un imaginaire qui se met en place, et le Midrash nous met en place cet imaginaire en nous disant par exemple que Yaakov il voit quelqu'un qui arrive et il dit c'est un berger. Là je vois un berger. Et ce berger-là, alors, écrit le Midrash, il commence à passer ses bêtes d'un côté et de l'autre du Habok, et Yaakov le fait de même, et puis au bout d'un moment il se rend compte que ça n'en finirait jamais. Et donc ce berger-là, en fait, c'est une sorte de pharmakos, on dit dans le Midrash, c'est-à-dire de sorcier. D'accord? Après, le Midrash nous dit, tout compte fait, cet homme-là est apparu à Yaakov, non pas comme un berger, mais comme un achélistim, comme un grand bandit. D'accord, comme un grand bandit. Et pareil, on nous raconte une histoire avec une sorte de sorcellerie. Mais au fond, ce qui est là marqué dans le Midrash, entre les lignes, c'est que lorsque Yaakov se retrouve seul face à lui-même, d'accord, en fait, il se retrouve face à ses peurs à lui-même, face à son histoire à lui-même, face à des choses qui n'ont pas encore été travaillées. D'accord. Et je vous rappelle que dans la vie de Yaakov, il y a eu des petites embrouilles, comme on dit aujourd'hui. D'accord, des brachot qui ont été récupérées, on ne sait pas vraiment comment. Chez Lavan, toutes sortes d'histoires pas claires, d'accord. Il était en contact avec des ramaïm, d'accord, avec des embrouilleurs, Yaakov. Et quelquefois, quand on est en contact avec et qu'on veut passer le cap et prendre un autre nom, c'est-à-dire changer d'identité, ben, il y a bien un moment, il faut savoir se confronter à notre passé, d'accord, pour pouvoir tourner la page et avancer. C'est uniquement à ce moment-là que Yaakov pourrait être nommé Israël. D'accord, donc l'émergence même d'Israël, du peuple d'Israël, de l'identité d'Israël, est liée à un moment crucial où on a un combat, on a une remise en question, on a une volonté d'évoluer, mais sur la base justement de quelque chose qui n'est pas toujours évident. D'accord, moi, ça me fait penser à cette histoire-là, toujours de personnes des quatre coins du monde qui veulent venir habiter en Israël, et puis qui viennent certaines fois pour des raisons de fuite d'antisémitisme ou pour d'autres raisons, retour de famille, ou alors pour des raisons, des motivations vraiment spirituelles, de venir habiter la terre d'Israël, une terre, d'accord, qui est vue par le bon Dieu du début de l'année à la fin de l'année, une terre où il y a une visée spirituelle. Mais on ne voit pas toujours, d'accord, et je pense que c'est quelque chose de fondamental, ça peut se faire avant de venir, pendant qu'on est là, et après 20 ans on est là, mais il y a toujours cette idée de, alors ok, je viens ici, ce n'est pas uniquement une délocalisation physique, je ne suis pas uniquement délocalisé géographiquement et je vais continuer ma vie à Jérusalem, à Tel Aviv ou à Haïfa, comme je la menais avant autre part. Pas du tout. Il y a ici une redéfinition. D'accord ? Il y a une renaissance identitaire. Et cette renaissance identitaire, si on ne l'a pas, je dirais, clairement
face à nous, on est certaines fois un peu troublé dans une réalité israélienne qui est différente de celle que les Français connaissent en France. Une réalité israélienne où les évolutions religieuses nous dépassent certaines fois, où même la place de la Torah dans l'espace public n'est pas toujours très claire. C'est des questions très israéliennes, mais qui sont liées à leur source, vraiment à des identités en mutation. De la même façon qu'il y a un judaïsme qui est français, il y a une façon de parler le judaïsme en français, il y a des termes qui ont été introduits, il y a des textes qui ont été écrits, il y a également un judaïsme américain. Ça ne veut pas dire que la Torah change et rechange dans chaque culture, ça veut dire qu'elle est parlée dans chaque culture avec une langue différente. Il y a un judaïsme yéménite, il y a un judaïsme, vous voyez, il y a un judaïsme israélien. Le problème, c'est que, et le hic, c'est qu'on ne le connaît pas encore vraiment. On est en train de le voir émerger, peu à peu, on ne sait pas vraiment comment il va émerger, et on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va arriver. Et comme dans toute mutation identitaire, ça c'était un enseignement de Manitou, qui disait souvent que dans toute mutation identitaire, il y a une génération sacrifiée. Justement parce qu'on ne sait pas vraiment comment on passe de l'un à l'autre. Le passage de Yaakov à Israël, tous ces passages-là identitaires sont des passages qui sont des passages douloureux. Où il y a des combats, où on en sort des fois boiteux, et puis on ne sait pas vraiment si être boiteux, ça veut dire continuer différemment, ou alors ça veut dire aller plus lentement, et on n'est pas vraiment toujours au courant de ce qui se passe. En tout cas, ça c'était uniquement pour introduire sur le concept de nom, le rapport entre le nom et l'identité. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étudier comment on ne pourrait pas étudier un texte comme ça aujourd'hui, un texte donc du Shmirat HaLashon. Vous savez que le Chafetz Chaim a écrit plusieurs textes sur l'importance de la parole, la façon dont la parole doit être régie, et il a écrit donc le fameux Shmirat HaLashon et le Chafetz Chaim. Le livre Chafetz Chaim, donc, auquel il est appelé, c'est un livre, et on a le Shmirat HaLashon, c'est un autre livre. Quelle différence? Le livre Chafetz Chaim, c'est un livre qui traite plus de questions halachiques, qui est vraiment à cheval sur toutes les définitions halachiques concernant le langage et les relations entre les hommes sur la base du langage, alors que le Shmirat HaLashon, il n'est pas que halachique, il élargit également les concepts au niveau de la pensée et au niveau psychologique. C'est-à-dire, qui est cette personne qui parle mal? Quel est son profil psychologique, si on pouvait dire? Il y a donc là-bas, on dresse un profil psychologique, et puis évidemment, on veut également donner après des éléments pour avancer, pour changer un petit peu. Alors, tenez, je vous fais passer le texte, et puis, et en le faisant passer, je fais quelques petites remarques introductives. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle du Lashon Hara et de la Rechilut et de la façon de parler de façon générale, sans même rentrer encore dans les catégories de Lashon Hara et Rechilut, on a un petit problème. Et je vais vous le dire très clairement. Moi, j'ai une grande fille qui étudie la psychologie et la criminologie, et donc j'ai des enfants à la yeshiva. Et alors, un vendredi soir à table, question autour de la table, je ne sais plus qui a dit un mot pas bien placé, et un de mes fils se lève et dit « Lashon Hara, je n'écoute pas, l'homme est kabel. » Bon. Alors très bien, sauf que la première se lève, la criminologue se lève et dit « M'excuse, mais on sait très bien aujourd'hui que lorsque un propos est véhiculé et une action peut être rendue publique, eh ben ça a un caractère préventif. Donc quelque part de Lashon Hara, peut-être les toilettes, en tout cas je ne rentre pas dans les catégories halachiques, donc le Lashon Hara a souvent une place dans le monde des hommes. Donc il faudrait peut-être revoir les catégories halachiques du Chafetz Chaim. Vous voyez, une question intéressante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde ultra médiatisé. Un monde où, c'est un principe, Zchut hatzibur ladat. C'est un droit, pas uniquement un mérite, c'est un droit du public de tout savoir. Et quand on dit de tout savoir, ça veut dire de rentrer dans la vie des gens, dans la vie personnelle, intime des personnes. Quand quelqu'un décide d'avoir une place publique, alors il décide également, miné ouvé, en même temps, d'être sous les caméras, et il décide également qu'on va rentrer dans sa vie, qu'on va lui... vous voyez, c'est quelque chose de... Mais c'est le discours, un discours ultra-démocratique, où on ne veut plus rien cacher. Et c'est en fait le discours dans tout ce qui... même dans le monde des sciences sociales, en vérité, on parle de ce discours-là. Ça, c'est la première donnée. Donc un monde dans lequel, lorsque tout se dit, et tout se sait les uns sur les autres, avant même d'avoir rencontré la personne, combien de personnes ici n'ont pas entendu un nom, et puis, attends une seconde, je vais faire une petite recherche sur Facebook, voir c'est qui, on connaît la personne, on connaît ce qu'elle mange le matin, ce qu'elle mange le soir, ses copains, ses amis. On a en fait quelqu'un qui est devant nous, donc les relations sociales sont immédiatement biaisées. Une relation sociale, ça veut dire une relation qui n'est pas uniquement virtuelle, c'est une relation face à face. Donc on a, dans une culture ultra médiatisée,
des relations sociales qui sont déjà totalement, je dirais, fluides. On n'a pas besoin de parler à quelqu'un pour le connaître. On peut être son ami sans le rencontrer jamais. Donc ça, c'est la première donnée. On le connaît bien, c'est pas biaisé. Ce qu'on connaît de lui, c'est la vérité. Si on va chercher sur un réseau social une personne, tout ce qu'on va découvrir sur ça, généralement, ça représente. Ben, il y a pas mal de recherches aujourd'hui qui montrent justement que les personnes mettent sur les réseaux sociaux tout sauf eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y avait un petit film comme ça qui était très sympathique, qui était passé. On voit un couple comme ça allongé, chacun avec son téléphone. Et puis alors, les deux ne se parlent pas. Il y a peut-être même des tensions entre eux. Mais on les voit mettre sur leur Instagram ou Facebook une petite photo comme ça, super, une pizza qui est arrivée. Personne ne la mange ensemble, hein, ils la mangent chacun. Mais il y a une photo de la pizza. Et donc, ça montrait combien, en fait, les réseaux sociaux présentaient quelque chose qui était très souvent biaisé. Et regarde, en réalité, c'est la logique de la photo. Je ne sais pas si tu... Moi, je me rappelle quand mes enfants étaient petits, j'avais une sale habitude, je les prenais en photo quand ils pleuraient. Et je leur disais, on aime bien généralement prendre des photos quand tout le monde est content, on a des sourires, et puis après, les albums photos, c'est que des moments de bonheur. Or, la vie est constituée également de moments de crise, de pleurs, et donc j'ai pas mal de photos de mes gosses en train de pleurer. C'est vrai que c'est assez marrant, mais quelque part, c'est vrai que même les réseaux sociaux nous montrent des personnes heureuses. Le monde n'est plus dans des... Il n'y a pas de détresse, tellement que... Il y a des détresses peut-être, mais quand il y a une détresse sur les réseaux sociaux, très souvent, il n'y a pas longtemps, il y a eu une quête là, pour quelqu'un en France qui était dans la rue. Alors, il y a tellement de détresse, tellement heureux que dès qu'il y a une détresse, on va donner de l'argent. Donc ça, c'est peut-être un point positif. Ça éveille peut-être la solidarité. En tout cas, les réseaux sociaux et le côté ultra médiatisé sont tous sauf une véritable rencontre. Deuxième point, dans la véritable rencontre entre des personnes, on est généralement hermétique l'un à l'autre. Ça, c'est une donnée. C'est-à-dire qu'on est hermétique. On a tous un passé, on a tous une façon de réfléchir, on a eu une éducation, on a entendu des mots, on a intégré des modèles culturels. Dès lors qu'on va venir rencontrer quelqu'un, d'accord, c'est, comme on disait Leibniz, c'est une monade. D'accord, c'est deux monades qui se rencontrent, il n'y a absolument aucun lien les uns avec les autres, c'est comme deux bulles. D'accord, on est dans des bulles et il y a vraiment... Et alors comment se comprendre? D'accord, psychologiquement, on a des visées différentes, spirituellement, on n'est pas là. Donc le dialogue, en vérité, je dirais, c'est un aboutissement d'un miracle. Là, vraiment, quand deux personnes se parlent et arrivent à se comprendre, ça relève véritablement du miracle. D'accord, parce qu'on n'a aucune chance de se comprendre d'une façon première. C'est pas possible. D'accord, donc également, dans un contexte où les gens ne se comprennent pas, il faut également réfléchir à la place du langage. D'accord, qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va être perçu? Est-ce que les mots sont les mêmes? D'accord, et là, je parle vraiment, on parle la même langue, mais on ne se comprend pas. D'accord, mais on ne se comprend pas. Donc ça, c'est la deuxième donnée. Troisième point, et là, je rentre un peu plus dans la façon dont que le langage a certaines fois d'être pernicieux, dans ce qu'on appelle donc lashon hara, richilut, c'est qu'il y a un secret. D'accord, il y a un secret à ces choses-là. C'est-à-dire, lorsque on partage un propos qui n'est pas toujours, enfin qui peut être vrai certaines fois, hein. Lashon hara, ce n'est pas que du mensonge, ça peut être totalement vrai. Mais lorsqu'on partage un propos avec des personnes sur une tierce personne, alors il y a une tendance toujours à vouloir écouter, à savoir, tiens, c'est pas mal, c'est vrai, on est un peu plus sage maintenant. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait la force de ce propos? Ben parce qu'en vérité, le lashon hara, eh bien, a un pouvoir, je dirais, unificateur. D'accord? C'est ça la force. Il y a un pouvoir unificateur. C'est-à-dire que maintenant, toi et moi, on sait quelque chose sur lui. D'accord? On a donc créé entre nous une communion, une véritable communion, on est proches. D'accord? Et on a une force. Et le secret est toujours quelque chose, je vous rappelle, qui est lié à un certain pouvoir sur l'autre. D'accord? Quelqu'un qui connaît le secret d'une personne, eh bien, il a un pouvoir. Hein, il y avait à l'époque du deuxième temple une idée que Jérusalem avait un nom secret. Et que dès lors que nos ennemis connaîtront ce nom secret, alors ils pourront nous affaiblir véritablement. D'accord? Donc il y a quelque chose dans le secret vraiment qui unit les hommes, c'est la force unificatrice et donc également la tentation de ce que représente donc la médisance ou le lashon hara. Alors, ce qui est très intéressant dans ce texte qu'on va étudier maintenant donc du Chafetz Chaim, c'est qu'il s'est posé la question psychologique. D'accord? Il s'est posé la question psychologique, comment les personnes communiquent les unes avec les autres grâce au langage. Comment ils utilisent ce langage? Et alors, il a fait une catégorisation en 7 points. 7 points pour nous décrire le profil psychologique de celui qui va tomber dans le panneau.
D'accord? Alors, c'est très intéressant. Alors, on va le lire ensemble et on va analyser ça ensemble. Alors, Veine le iyunze. Donc, Sharadvuna. Veine le iyunze, la avonze, à cette faute-là, Kamasibot, il y a plusieurs causes à cette mauvaise action. Vesimanam kol geinom. D'accord? Il y a un siman, pour se rappeler, un symbole mémotechnique, qui est kol geinom. D'accord? Donc, chaque lettre, kaf, lamed, gimel, d'accord? C'est le début d'une explication. Alors, kaf, kaas, letzanout, gaava, yeush, efker, nirganout, omer muta. D'accord? On va maintenant rentrer dans l'analyse de toutes ces catégories. Premier point. Yesh murgal b'lashon hara, michmat rov kaaso. Il y a quelqu'un qui va dire du lashon hara, et cela lui vient, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi tout d'un coup commencer à dire du mal, ou à dire quelque chose qui est vrai, de la médisance? D'accord? C'est intéressant comme question. C'est la question qu'il pose. Alors il dit, certaines fois ça arrive par colère. D'accord? Par colère. Quelqu'un qui est, on va dire, très très enclin à être souvent en colère. Et chaque chose le met hors de lui. Et le coléreux a beaucoup de mal à se contenir. D'accord? D'ailleurs, dans les moments de casse, c'est très souvent le moment où les petits mots de vérité apparaissent. Et puis, déjà, tu m'embêtes, je vais te dire en vérité. Voilà, hop, et ça sort. D'accord? Donc, en réalité, alors, à des moments comme ça, donc de colère, d'accord, où la personne n'a plus d'emprise sur lui-même, et selon les paroles de la Gemara, c'est comme si il était idolâtre. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui se met en colère, c'est comme s'il était idolâtre, au fond? Parce qu'il donne le pouvoir, il donne un pouvoir qui n'est pas, Oui. pas Hachem, quoi. Parce que tout ce qui vient de Dieu. Donc s'il m'énerve, c'est parce que... C'est Dieu qui me l'a envoyé pour m'énerver, mais donc ce serait positif. Non, au contraire. Ce serait positif à ce moment-là. C'est parce qu'il nie le principe Enon Mikvado. Il nie ça. Ouais. Il nie ça. C'est-à-dire en fait que toute personne qui va... Il y a aussi un élément qui fait que la colère elle s'auto-alimente. D'accord? Elle s'auto-alimente. Elle a son délec, elle a son essence à elle-même. C'est un peu comme, vous voyez, plus je me mets en colère, plus j'aurai une capacité à être encore plus en colère. D'accord? C'est extrêmement difficile de se contenir à ce moment-là. Parce que la personne se met au centre de la chose. D'accord? La personne se met au centre. Plus rien ne peut l'arrêter. Ni loi, sans loi, comment c'est l'expression? Sans loi ni foi. Sans foi ni loi. D'accord? C'est ça le Ki'ilu Aved Avodah Zara. C'est un Ki'ilu évidemment. Mais l'idée c'est que à partir de maintenant, il n'y a plus aucune autorité qui pourra me dire stop. Et c'est évidemment quelque chose qui relève de l'émotionnel. Hein. C'est pas personne ne se met en colère, sauf quand c'est une colère bien cadrée, tel que Maïmonide nous dit. Ça, c'est une colère bien cadrée. On a dit au moment où il faut, on ne la dit pas sous le coup de l'énervement. On choisit le mot, on choisit la personne, on choisit les deux mots. On vient, on pique et on part. Sans rien de personnel, une colère constructive. Alors, donc ça, c'est quelqu'un qui vient et qui, eh bien, il s'emporte, quoi. Et en s'emportant, il va dire du mal, il va rentrer vraiment dans une relation interpersonnelle qui est compliquée. Et sans décrire maintenant ce qui vient après une telle colère. D'accord? Allez, après une colère comme ça, allez neutraliser la relation sociale. D'accord? Tu m'as dit à ce moment-là, quand tu étais vraiment en colère, quelque chose qui... c'est rentré dans des complications incroyables de vie. D'accord, qui sont très difficiles à neutraliser. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Chafetz Chaim, donc il décrit le profil psychologique et ensuite il essaie de donner peut-être une solution. Alors quelle serait la solution de quelqu'un qui dit du lashon hara quand il se met en colère? Alors il nous dit on ne connaît rien, on a fait le tour de la question, il n'y a absolument rien qui va l'aider à garder sa langue. D'accord? Dès lors qu'il va rentrer en colère, il est en dehors de lui-même, d'accord? Il n'a plus conscience vraiment qui il est et où est-ce qu'il va, et donc il n'y a absolument aucune possibilité. Il peut travailler sur sa colère. Alors, il n'y a que ça. De Voilà. moins s'énerver. Voilà. Mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est une personne qui peut avoir un langage tout à fait raffiné, quelqu'un d'élégant, de galant en société, d'accord? Et là, tout d'un coup, tout se révèle. Donc, d'accord? Mais il nous dit, le Chafetz Chaim, de façon intéressante, je n'ai absolument rien à donner comme conseil à quelqu'un qui se met en colère et qui est coléreux. Ça ne servira absolument à rien. D'accord? La colère, c'est comme c'est comme une vague. C'est comme une vague, une grande vague qui va taper dans le mur, d'accord? Et elle va revenir après, elle va 2 fois plus grande. D'accord? Donc, il n'y a absolument rien à faire à ce moment-là,
aucune possibilité de neutraliser, si ce n'est donc que la personne reparte à la maison, travailler un petit peu ses midotes. La personne, c'est nous tous. Hein. Alors, c'est pas un cours de moussard. Eux, là-bas, vous voyez, ils ne sont pas très... Alors, deuxième plan, donc ça c'est le kaf, kas. C'est le lamed. Alors, veyesh mahmat letzanout. D'accord? C'est quoi la letzanout? Comment traduire letzanout? Un moqueur. D'accord? Quelqu'un qui se moque. Veyesh mahmat letzanout. Dainu shirgil et nafsho le letzanout ou le chevrat nashim letzin. Quelqu'un qui est habitué comme ça à ricaner des gens, à se moquer des gens comme ça. Voilà, exactement. Il est en société, alors il dévalorise les autres et quelque part ça le met lui-même sur une sorte de piédestal comme ça fait du bien. D'accord? C'est pas le même profil du tout que le coléreux. Mais là, c'est quelqu'un donc qui aime bien dévaloriser les autres. Alors pourquoi quelqu'un ferait ça en fait? D'accord? C'est en fait également la volonté de se faire percevoir, c'est un intérêt social. D'accord? C'est un intérêt social. Vous voyez, moi je sais, moi j'ai, moi je suis. D'accord? Donc c'est un intérêt, c'est quelque chose qui revient également, qui relève également de l'orgueil. Sauf que l'orgueil, on le verra après. Et quand on a l'etsanout, c'est véritablement cette façon de se moquer. C'est une incapacité, je crois, à écouter les personnes et les prendre au sérieux. La l'etsanout. D'accord? Quand quelqu'un te dit quelque chose, prends-le au sérieux. Pourquoi prendre ses paroles en dérision? Pourquoi nécessairement ne pas vouloir rentrer dans le propos et peut-être même, si c'est quelque chose d'un petit peu, je dirais, dérisoire peut-être, d'essayer d'en sortir la valeur qu'il peut y avoir là-bas. D'accord? Mais ça c'est, je dirais, dans le langage en gestuel, parce qu'il n'en parle pas là, mais tout comportement a également une gestuelle qui est là. Donc ce serait quoi la gestuelle du letzan? Le rire. Ouais, ça serait quelqu'un qui parle, il fait comme ça, vous voyez, ça peut être rien du tout. Ça peut être un petit clin d'œil comme ça au troisième, d'accord, qui est à côté, il a tout compris. D'accord? Il n'a pas dit un mot. C'est-à-dire que quelque part, si on lui dit, mais tu as dit quelque chose, moi j'ai rien dit du tout, moi je ne suis pas du tout. Si tu as cligné de l'œil, vous voyez, ça suffit. D'accord? Ça suffit, c'est un caractère de l'etsanout. La différence avec l'humour, que l'humour c'est quelque chose qui n'est pas négatif. C'est partagé. Oui. L'humour, il est partagé. Ouais. Alors, ça c'est donc le lamed. Ensuite, kol, geinom, gimel, viesh mahmat, gaava. Alors, c'est quoi la gaava à ce niveau-là? Dainu shiu marshiv et atzmo lechacham ou leish ba'anashim. C'est quelqu'un qui se considère comme quelqu'un d'important. D'accord? Il a un statut social qui est plus élevé que la moyenne des personnes. Ve'akol shfelim ve'enav. Et tous, par rapport à lui, lui paraissent être shfelim. Comment on dirait shfelim? Personnes basses. D'accord? Des personnes basses. Hein? La reine melao libo lietlotzet michaverav. C'est la raison pour laquelle il va donc se moquer d'eux. Donc il y a quelque chose qui relève également de l'etsanout. Ça vaut rien ce que tu dis. Ou alors, vous savez, quand des fois on a des débats avec des personnes et puis c'est tellement important ces catégories-là, certaines fois, il y a des phrases qu'on entend, et on entend dans ces phrases-là des messages qui certaines fois sont prononcés sans avoir d'arrière-pensée, mais qui en fait, si on avait à les analyser en soi, elles relèvent vraiment d'une de ces catégories-là. Par exemple, on a un débat, bon, chacun donne son avis, puis il y en a un qui vient et qui dit « Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. C'est beaucoup plus complexe en vérité. » D'accord? Ça veut dire vous êtes tous abrutis. D'accord? Vous n'avez rien compris, il n'y a que moi qui vais vous dire la vérité de la chose. D'accord? C'est ça en fait également. La gaava dans l'histoire, c'est vraiment de dire vous n'avez pas compris. C'est moi qui comprends tout ici. Il a un complexe d'infériorité. Encore Alors, celui qui est gaava, il a besoin d'être haussé constamment. Alors là, vous êtes adlérienne. Vous partez chez Adler, l'obligation de compensation pour quelqu'un qui est... Je ne sais pas si l'orgueilleux, Oui. c'est toujours quelqu'un qui a un besoin de compensation, qui se sent inférieur et qui a besoin de... Je ne sais pas. Lui, il se tiendrait au milieu. Oui, mais je vous dis, il y a des personnes qui véritablement sont au-dessus de la moyenne, à différents niveaux, et pourtant sont orgueilleux. Vous allez me dire, mais ils ont de quoi? Ils ont de quoi l'être? Oui, sauf ça s'appelle le paradoxe de l'humilité. Quelqu'un qui dit, il y a une blague comme ça, qui dit, ah, je vais te présenter quelqu'un, tu verras, c'est quelqu'un qui est bon, qui est pas très beau, pas très intelligent non plus, hein. Physiquement, il est pas gâté, mais tu verras, il est extrêmement humble. Oui, sauf que la modestie ou l'humilité, il y a une différence entre les deux, c'est pour quelqu'un qui est dans l'excellence.
D'accord, on ne peut pas ne rien avoir pour soi et être extrêmement humble. Ça n'existe pas. C'est le paradoxe de l'humilité. On est humble quand on a tout. D'accord, quelqu'un qui est bon dans tout, alors voilà, il a de quoi vraiment être humble. D'accord, mais quelqu'un qui n'a rien n'a absolument rien à voir avec l'humilité. C'est simplement quelqu'un qui doit avancer. Alors, Vakol Shfeliv Be'enav, Lachel Melao Libo Leitlotzetz Mechaverav. Alors, il y a également des fausses humilités. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le Mesilat Yesharim, il y a le fameux Mishkal HaChassidut. D'accord? Les 8 conseillers du Mishkal HaChassidut. Et là-bas, il nous décrit quelqu'un qui est d'une fausse humilité. C'est quelqu'un, par exemple, qui est assis, vous voyez, dans son coin, et puis qui ne parle pas. Alors on dit, mais dis quelque chose. Non, ça va. Et la pause rabbinique, non, ça va. D'accord? En réalité, c'est une humilité en fait qui camoufle, peut-être certaines fois, pas toujours, un certain mépris. D'accord? Pourquoi vous voulez que je parle? Pourquoi? Ou alors, je ne vais pas vraiment prendre la parole parce que vous allez voir, ça va vous déstabiliser. Vous n'allez pas comprendre. D'accord? Donc il y a quelque chose de. Alors c'est quoi la takana? C'est quoi le tikkun pour des gens comme ça? Veine kasher itbonen adam et godel aniuto betorah bemitzvot. Lo yelo bemal idgaot. Alors on nous dit, en fait, une personne comme ça, il faut la mettre face au monde de la Torah, face à l'action, face à l'étude, face au mitzvot. Et là, a priori, si c'est quelqu'un de normalement constitué, eh ben, il devrait avoir une sorte de retrait immédiat, d'accord, dans l'humilité, dans la petitesse, en disant, bon, moi, au fond, qui je suis? Qu'est-ce que je sais? C'est une goutte dans l'océan par rapport à ce que je suis réellement. Donc ça, c'est le mermad gava. Vous voyez, pour l'instant, on est vraiment dans l'analyse des vertus. D'accord? Ce sont des mauvaises vertus, des mauvaises midotes qui amènent, je ne sais pas si on dit en français des mauvaises vertus. Je ne crois pas qu'on peut dire. On peut dire mauvaise vertu en français. Je ne crois pas. Une vertu, justement. Exactement. Midote, bon. En tout cas, donc là, c'est vraiment basé sur l'analyse des vertus. D'accord? Pour le Litzan, il n'y a pas de solution aussi? Parce qu'il n'a pas donné de solution pour le Litzan. C'est vrai, je ne l'ai pas lu. Alken Mishirtse le Nakot Nafsho, il bonen les Godel Isur Aletzanut. D'accord? Quelqu'un qui veut sortir de cette posture-là, alors il faut qu'il comprenne vraiment la catastrophe qu'il y a dans cette Letzanut, ou choté ou marqué Tatsibour. Non seulement lui faute, mais également il entraîne le Tsibour à fauter. D'accord? Donc il est en train en fait de générer une société, d'accord? Même si c'est petit pour l'instant, il est en train de générer en fait une société qui faute et fait fauter. D'accord? Donc c'est quelque chose, je dirais, quasiment de communicatif. C'est quelque chose qui se duplique, la Letzanut. D'accord? Et pareil, il y a également dans la Letzanut une tentation, parce que ça crée des liens. D'accord? Comme dans la Shonara, ça crée des liens entre les personnes. C'est sympa, il m'a dit quelque chose. Il m'a fait participer de son côté un petit peu marrant, mais c'est bien sur le compte de quelqu'un d'autre. Alors, Veyesh, Shesibatan, Mitzad Yi'ush. Donc là, on est dans Ga'ava Yi'ush, d'accord? Le Yud. Donc certains arrivent à parler donc, de la Shonara, enfin, donc, à instaurer un langage inadéquat sur la base du désespoir. Alors, c'est quoi ce désespoir? Des haïnouch yetzer befatze otam she'ifshar leish medini klal la'amod beze. Ça, c'est très intéressant. Imlo she'ifrosh le gamri minyane ha'olam. Alors, ça, c'est très intéressant parce que là, on sort du problème des vertus. Et on rentre en fait dans la conception de ce que veut dire peut-être la Shonara dans la société. Et là, l'argument, c'est écoute, on vit en société, hein, mon ami. Hein, l'homme est un animal politique. Il ramène le Ish Medini, c'est vraiment la traduction de animal politique de chez Aristote. L'homme est un animal politique. On vit en société, on est fait comme ça. Or, quand on vit en société, il n'y a pas le choix. Il faut absolument, il faut des fois dire des choses, des personnes, du bien, du mal, de la vérité, du mensonge. Ben, c'est comme ça que ça marche. D'accord? C'est, je dirais même peut-être, comme ça que le bon Dieu nous a créés. On n'est pas. Et si tu veux vivre une autre vie, ben, va vivre sur une île, tout seul. Sors de la société. Le désespoir, c'est qu'on ne veut rien faire. On a été créé comme ça. C'est que alors, et qu'on ne peut rien faire d'autre. Non. Le désespoir, là, attention, ce n'est pas un désespoir existentiel. Où la personne est en train de sombrer dans la tristesse en disant mon Dieu, je n'arrive pas à m'en sortir, s'il te plaît. C'est pas ça. D'accord? Ça veut dire, ben, le monde est créé comme ça. D'accord? Le monde est créé de façon à ce que on est en société. D'accord? Et dans cette relation sociale, eh bien, il y a une nécessité. D'accord? On est enclin à, pas une nécessité, on est enclin à parler les uns des autres. C'est comme ça que le monde fonctionne. Baruch haba laolam. D'accord? Donc c'est aussi quelqu'un qui vient et qui dit, vous savez, moi cette histoire de la Shonara, foncièrement, c'est pas vraiment de ma faute. Hein. Moi je suis arrivé au monde, j'ai rien demandé à personne. On m'a mis dans un monde comme ça. D'accord? Exactement. C'est que là il y a vraiment une sorte de semi-accusation en fait. D'accord? C'est-à-dire que la responsabilité, elle n'est pas exclusivement
directement sur la personne qui émet. Voilà, exactement. Donc là, c'est quelqu'un qui... C'est un gars fin, d'accord? Il a un esprit affiné, ce bonhomme-là. Il a compris qu'il pouvait peut-être trouver un argument qui était un peu meilleur. Alors, מצד הייאוש, ראינו שהיצר מפתה אותם שאי אפשר לאיש מדיני כלל לעמוד בזה, אם לא שיפרוש לגמרי מענייני העולם. וזה אי אפשר. Donc, לשון הרע, d'accord? Ça fait partie de l'ordre du monde. ובאמת, היא טעות גדולה, עם כאן א', ובאמת זוהי טעות גדולה, c'est une grande erreur. דאם כן, למה ציוותה התורה על זה בלא תעשה? D'accord? C'est une grande erreur, parce que si véritablement c'était l'ordre du monde, l'ordre des choses, alors pourquoi la Torah l'a interdit? Comment vous comprenez cet argument? C'est un renégat. Hein? C'est un argument renégat d'une certaine manière, où il remet en question la vérité de la Torah, comme s'il y avait des choses que la Torah avait comme idéal, mais qui seraient absolument irréalisables dans le monde réel. Ok. Alors, la Torah, elle est très profonde, mais elle est aussi très applicable au quotidien dans le monde réel. Ok. Ouais. C'est pas tout à fait évident de dire que la Torah interdit la Lachon Hara dans la mesure où, par exemple, il y a des personnages dans la Torah qui sont un peu méchants, peut-être pas forcément par la Torah, mais en tout cas par les commentateurs. Mais méchant sur la base du Lachon Hara? Non, non. Et si la Lachon Hara, c'est dire la vérité sur quelqu'un, des choses qui sont pas forcément très sympas. Ouais. Quand on dit que Esav est méchant, on ne dit pas quelque chose qui est faux. Mais peut-être que. Ah d'accord. Ok. Ok. Donc, sauf que dans la Torah, qu'est-ce qu'on dit de mauvais sur Esav? Dans le texte de la Torah? Non, à la limite, sur Esav, c'est plutôt les commentateurs. Mais par exemple, pour Ishmaël, on dit que c'est un. On le qualifie d'homme sauvage. Attention, on nous parle d'Ishmaël, attention, il faut faire une différence. Quand je regarde le texte de la Torah, quand tu vois le texte de la Torah, d'ailleurs on est dans les parachiotes là, hein, on nous parle d'Ishmaël, on voit le Malach Elohim qui vient parler à Agar, qui est une promesse à Ishmaël, Ish Yado Bakol. C'est-à-dire qu'en fait, en vérité, c'est les commentateurs, tu vois, qui vont dire, cet homme-là qui te paraît être quelqu'un de... D'accord? Même les peuples de Canaan. Ouais. Ok, très bien, j'entends ton argument. Tu dis, la Torah nous dit que certaines personnes étaient X, et ce X, c'est pas quelque chose de toujours très louable. D'accord? C'est des personnes publiques de toute façon. Donc, ok. des personnes publiques, il n'y a pas de Lachon Hara sur eux. Quand il y a quelque chose qui est connu publiquement, et ben alors on peut même le continuer à le redire s'il n'y a pas de Lachon Hara. Ok, bon, si tu veux. Mais attachez-vous à l'argument qu'il donne là. Revenons à l'argument qu'il donne exactement. Il dit, ce n'est pas possible de penser que l'ordre du monde permette le Lachon Hara, parce que la Torah l'interdit. Il y a une conception en fait de l'interdit toraïque là. Vous voyez? Qu'est-ce que la Torah interdit? Est-ce que la Torah interdit quelque chose d'évident, de naturel, que l'homme pourrait faire sans même avoir besoin d'une révélation, par le simple fait de sa raison? Ou alors la Torah interdit quelque chose justement qui va certaines fois à l'encontre du fait naturel. D'accord? Et là il dit, la Torah, sur ce point-là, va à l'encontre de l'enclin naturel. Naturellement, la personne va se dire, allez, c'est bon, on va faire entre nous, de toute façon, c'est comme ça que le monde est fait. Et bien c'est pour ça que la Torah te l'a interdit. D'accord? C'est un argument comme quoi que c'est vraiment la nature de faire du Lachon Hara. C'est ce qu'il lui répond, exactement. Il lui dit, si tu penses que c'est l'ordre naturel, social, de faire du Lachon Hara, alors à ce moment-là, tu n'as rien compris au commandement de la Torah. Non, c'est l'inverse. Étant donné que c'est naturel de faire du Lachon Hara, c'est pour ça que la Torah l'a. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est un argument pour prouver que c'est naturel de faire du Lachon Hara. Oui, tu peux dire ça. Pas naturel dans le sens naturel, tu vois, mais... c'est l'ordre. Que c'est l'ordre, voilà. Si on répète quelque chose de mal sur quelqu'un, on le fiche, on lui met une étiquette et il ne peut plus s'en sortir, on le met dans un carcan, c'est fini. Ouais. Oui, ça c'est vrai, ça c'est l'autre côté du problème. On va cristalliser une certaine identité et puis on va après véhiculer ça. C'est fini, c'est ouais. bloqué. Ouais, c'est... Excusez-moi, comment vous traduisez donc cette personne qui est pas désespérée au sens de désespoir existentiel, mais... Oui, alors il faudrait trouver la traduction. C'est pas le Yush. Je dirais c'est un fataliste. C'est un fataliste. D'accord? C'est ça en fait. Alors on continue. Donc Mitzad HaYiush. Ensuite. Juste une question. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que dire quelque chose de positif sur quelqu'un, sachant que ça peut enchaîner sur du Lachon Hara? Ouais. Bah oui, c'est exactement ce qui est marqué dans le Chavetz Chaim, qu'on va commencer à parler de quelqu'un,
En bien, il est vraiment sympa, il est cool, il est adorable, il est vraiment... Ouais, mais attention, je crois que t'as pas fait attention, c'est aussi un sacré salopard. Hein. Ah, je savais pas, vraiment, pourquoi? Vous voyez, on commence à parler des choses positives, et puis on a... Il y a même une mitzvah dans les Tariq Mitzvot qui est rapportée dans le Sefer Mitzvot du Rambam. On n'a pas le droit de dire à un Baruch Hashem que tu as fait tchouva. Voilà. Bien sûr que non. Voilà. Mais vous voyez que ça pose la question, en fait, tout cela. Alors, de quoi est composé le discours? Alors, de quoi est composé réellement l'échange? D'accord? Parce que avant de parler, il faut sonder, en fait, la situation, je dirais, émotionnelle, mentale de la personne. Est-ce que je le dis sous colère? Est-ce que je le dis parce que je suis béouche, fataliste? Est-ce que je le dis parce que... vous voyez? Et quelque part, avant de parler, et là, oui, on a sept arguments. Donc, c'est vraiment l'argument, comment dire, l'adage français. Il faut vraiment tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, donc ça dit ouche. Ensuite, Chamesh. Veyesh sibat ergel avono balo mitzad efker. Et certaines fois, cette habitude-là, donc, elle vient du fait du efker. Comment on va traduire efker? Alors, j'ai marqué un petit mot. Moi, j'ai marqué, en fait, tout le monde le fait, c'est pas le mot exact. Il voit, en fait, que tout le monde le fait. Il voit, en fait, il dit, je vois que tout le monde dit ça. D'accord? Donc il voit que tout le monde le fait, c'est du Lashon Hara. D'accord? Donc il dit, bon, tout le monde le fait. Alors à ce moment-là, personne ne voit qu'il y a ici un problème. En quoi c'est différent du Yi'ush? Vous allez voir qu'on a 3 arguments là qui sont assez proches. D'accord? 3 arguments, le 4e, le 5e et le 7e, ils sont assez proches. On va essayer de les définir. Donc on a dit le premier, c'est le fataliste. D'accord? Le fataliste, c'est que ça n'a pas le choix, quoi. Ensuite, le deuxième qu'on voit maintenant, il dit, mais je vois qu'en fait, tout le monde tombe là-dedans. D'accord? Mais est-ce qu'il considère que c'est un interdit quand même, ou c'est pas un interdit? Le premier, le fataliste, est-ce qu'il considère que c'est quand même pas bien? Est-ce qu'il a conscience qu'il dit quelque chose de pas bien? Si. Le fataliste, il a conscience, il dit c'est pas bien, voilà, c'est pas bien, mais voilà, mais quelque part, c'est l'ordre du monde, d'accord? Celui qu'il a maintenant, donc il le fait parce que il considère que tout le monde le fait. C'est pas le même argument. Regardez bien, à leurs yeux, aux yeux des autres, d'accord, c'est pas vraiment considéré comme un interdit, mais à ses yeux, oui, d'accord. À ses yeux, à cette personne-là, c'est pas bien. Il sait que c'est interdit, mais il voit que les autres ne voient pas de problème dans ce comportement-là, et donc il dit, puisque personne ne voit un problème, donc en fait, si moi je m'y mets, je vais pas vraiment être, je vais pas sortir du lot. D'accord? On ne va pas me taxer de « toi, tu es la personne qui fait de la Lashon Hara dans le quartier ». Non, pas du tout. Tout le monde le fait, donc il n'y a pas de... D'accord? « En lo leistakel al acherim ». Ça, c'est le tikkun. D'accord? Il dit, c'est quoi la takana de cette personne-là? Eh bien, un petit retrait social. D'accord? Ne regarde pas, ne fais pas attention à ce que font les autres. Essaie de te déconnecter. D'accord? Oui, en réalité, chaque petite phrase, je vous dis, hein, chaque passage qu'on lit là, j'ai condensé. Hein. C'est pas le texte du Chafetz Chaim. J'ai condensé en prenant les termes importants de la... D'accord? Sinon, c'est bien plus long. Donc ça, c'est le Efker. D'accord? Tout le monde le fait. 6e, Veyesh sibat ergel avonam balaem mitzad anirganut. C'est quoi anirganut? Vehu ha'ish asher drako vechuko litonen ou litrem. C'est un grincheur. D'accord? Il va toujours grincher sur tout, quoi. Quelqu'un qui se plaint de tout. Un râleur, voilà. C'est un râleur. Quelqu'un qui se plaint de tout. Il voit son camarade et le regard qu'il porte sur son camarade, c'est toujours quelqu'un qui va chercher la petite bébête. Toujours quelqu'un qui va chercher, au fond, quand tu as fait ça. Voilà, ouais, exactement. Il va toujours chercher le point critique. Imo. D'accord? Il y a une petite faute de frappe. Même si son camarade, lui, il est là, mitalech atzmo, tout le monde, je ne sais plus, velozadalat dadavar. Son camarade, en fait, il n'y a pas une interaction. Il n'y a pas quelqu'un qui est là et le camarade, c'est celui qui va en fait engager le premier la volonté de parler mal. D'accord? Non, lui, c'est quelqu'un de sympathique, de sincère. D'accord? Il n'y a absolument pas de problème. Mais lui, il est à côté, il va toujours trouver la petite bébête. Yadoun kol davar lechova. D'accord? Il a une tendance à avoir le mauvais côté des choses. Vina rotzel et natzel. Donc, qu'est-ce que vous avez en tête comme profil là? Ce grincheur là? C'est de la Lashon Hara.
On va pas dire si c'est vrai ou pas. Comme ça, on reste pas dans le... Alors. Il y avait le sourire quand même. Alors, mais généralement, ces personnes-là ne sont pas toujours faciles à vivre. D'accord? Quelqu'un qui est, rapidement, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est vraiment toujours dans la critique, toujours dans la... D'accord? Au bout d'un moment, c'est vraiment compliqué, alors qu'il y a d'autres personnes. C'est-à-dire que je crois que le grincheur, en fait, c'est pas quelqu'un de bonne compagnie. Alors que celui qui fait un lashon hara bien fin, bien posé, d'accord, bien exprimé, lui, justement, il nous fait, justement... Il nous crée, le grincheur en fait, il ne nous crée pas un sentiment d'union sociale. D'accord ? On ne va pas essayer de juger les Cavs lui aussi. Alors, on va voir comment justement. Alors, Vina rotel inatzel mimida ra'a azot. Quelqu'un qui veut sortir de cette mauvaise mida, il bonen baraot amesovevot ma'amida neguna azot. Alors, il doit comprendre un petit peu, regarde quelles sont les conséquences de ton propos. D'accord ? Tu dois comprendre que ton être grincheur, d'accord ? En fait, il va en fait amener qu'à des problèmes. D'accord ? Tu vas être déconnecté du social, tes amis vont ce que tu voulais faire, en fait, ça va être fait à toi. D'accord ? Et en plus de cela, over alvea aftaleracha kamocha. Ça, c'est le principe fondamental. Tu n'aimes pas les hommes, mon ami. D'accord ? Tu n'as pas d'amour de l'autre. Que tu es vraiment dans une posture qui fait de toi un être, boded, quoi, le seul. Alul lavo le sin atrinam, over al betzedek. Donc c'est quelqu'un qui, n'aime pas les personnes. Il n'aime pas les personnes, il va en arriver à les détester. En arrivant à les détester, eh bien, il va également arriver à certaines fois causer des injustices. Mais lui ne sait pas. Cette personne-là ne sait pas. Alors, Donc il fait une projection en fait. Il voit tout le temps les défauts. Vous êtes psychologue ? Un peu. Voilà. Non, d'abord c'est une lecture tout à fait qu'on peut faire, bien sûr. Pourquoi il en arrive à ça ? Ok. Donc ça c'est le nirganout, donc tout le monde le fait. Et enfin le dernier, Velesh Sibat Ergel Avonam Balahem Mitzad Omer Mutar. Quelqu'un qui fait cela parce qu'il dit c'est totalement permis. Il n'y a absolument aucun problème. Je ne vois pas où est le problème. D'accord ? Dainu Shayetzer Mat'e Otam Shedavarze Enol Bichlal Lashon Hara. C'est pas du lashon hara que je dis maintenant. C'est vrai. Ou alors c'est pas du lashon hara, c'est... Je ne sais pas comment le dire, d'accord, mais en tout cas, ou pour une telle personne, de parler d'une telle personne, la Torah n'a pas interdit. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a une semi-conscience de l'interdit, mais c'est c'est pernicieux. On va en fait effacer l'interdit. Donc ça, c'est celui qui arrive en dernier plan, mais moi j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, que c'est le pire. D'accord ? Celui, il n'a aucune façon de s'en sortir, parce qu'il pense que c'est permis. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui savent qu'ils zigzaguent, mais ils connaissent la route droite. Ouais. D'accord ? Alors que lui, il est dans le droit chemin, selon lui. Il faut lui faire un cours, voilà. Non, parce que le Homer Moutard, c'est quelqu'un qui connaît l'interdit. C'est quelqu'un qui... C'est pas un ignorant. Viens, on finit, et on voit, après on va l'analyser. Ve'ad rabba. Mitzvah leganoto mechmat ta'am ploni. Quasiment tous, d'accord, tout le monde, nous tous, on tombe dans le lashon hara à cause de ça. On ne connaît pas. Donc c'est pas vraiment ce que j'ai dit. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Moi, je pensais qu'au début, c'était quelqu'un qui connaît et qui efface. D'accord ? Il dit, non, c'est certaines fois quelqu'un, enfin, il y a une dimension de connaissance quand même minimale là, pour pouvoir dire, ce n'est pas applicable dans tel ou tel cas, évidemment. D'accord ? Mais il dit, mais quelque part, il n'a pas encore assez étudié. S'il savait, d'accord, les tenants et les aboutissants du lashon hara, et s'il savait réellement les conséquences, alors à ce moment-là, il aurait peut-être agi différemment. C'est basé sur une théorie, je dirais, très cartésienne, qui veut que la connaissance a une capacité de changement de la personne. Et ça, on peut discuter. Je vous rappelle que c'était une théorie qui arrivait déjà chez Platon. D'accord ? Si je connais le bien, je ferai le bien. Si je connais le mal, je ne ferai pas le mal. D'accord ? Or, ce n'est pas toujours comme ça. D'accord ? On peut connaître le mal et le faire quand même. On peut savoir le bien et pas toujours l'appliquer. Donc, en réalité, les grands changements identitaires ne viennent pas toujours, d'accord, d'une connaissance, d'une intellection, mais viennent plus souvent, d'accord, d'une expérience avec une émotion assez forte. D'accord ? C'est pas Platon qui disait écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, on attribue ça, nous les Juifs, on attribue ça à Aristote. Non, certains racontent aussi sur Socrate, qui était donc un homme qui a priori était un homme bien, mais qui avait été trouvé dans un endroit peu fréquentable, et qui avait dit quoi, je ne sais pas, un mathématicien il doit être un triangle, donc moi non plus. Mais en vérité, ce sont des accusations, d'accord, de Socrate,
qui ne sont pas vraiment... Nous, les Juifs, on a une façon de travailler très simple. Dès qu'il y a quelque chose de bien, d'accord, quelque chose de bien dans le monde, c'est nécessairement à nous. D'accord. Par exemple, Aristote, qui était considéré comme quelqu'un d'important, d'accord, alors on a une sorte de rencontre, on ne sait pas vraiment si c'était réel, entre Irmiyahu Hanavi et Aristote à Alexandrie, et le conteur raconte que Aristote aurait dit à Irmiyahu Hanavi, mais moi, où je suis avec toute ma philosophie et votre Torah, ça ne vaut rien. D'accord. Il aurait donc abandonné toute sa... Peut-être, allons savoir, mais en tout cas, c'était une façon pour nous de dire, s'il y avait quelque chose de bien chez Aristote, il est maintenant chez nous. D'accord. Le grand Aristote. Bon, en tout cas, voilà, donc ça, ce dernier-là, c'est quelqu'un donc qu'il faut apprendre. Il faut apprendre, mais j'imagine encore une fois qu'apprendre ne suffit pas. D'accord. Apprendre ne suffit pas, il y a toujours besoin de l'introspection, il y a besoin de l'expérience, il y a besoin de se prendre une claque, d'accord, certaines fois, et d'être conscient des implications de ce qu'on dit certaines fois. Et c'est vrai que vivre en société, d'accord, implique une façon de savoir parler, d'accord, et également une réflexion sur les conséquences de nos paroles. D'accord. En fait, souvent, ceux qui font de la shonara, c'est de la jalousie. Ils veulent démolir la personne qui est... Alors, où est-ce que vous la rentreriez là? Je la vois partout. Beaucoup Dans la gava. Et en fait, il ne connaît pas sa place, en plus. Ouais. Donc, c'est embêtant pour lui. Ouais. Il n'arrive pas à se situer. Jalousie, ou alors cette gava, c'est également peut-être aussi, certaines fois, une volonté, je dirais, de reconnaissance. Oui, Vous voyez, de reconnaissance. L'homme a besoin de reconnaissance. Hein, qu'on dise, ah ben toi, t'es quelqu'un de bien, tu fais ça, ça, ça. Et quand il ne l'entend pas, alors il dit, bah, écoute, moi je vais te dire moi, mais tu ne sais pas voir qui je suis moi, tu ne sais pas ce que je suis capable de faire. D'accord. Il y a ce besoin de reconnaissance, là, des fois, surdimensionné. C'est un besoin, encore une fois. Moi, j'ai aucun zilzoul, aucun mépris par rapport à ça. On est des hommes faits de ces matières-là. Donc en vérité, c'est vraiment aussi un besoin, mais il y a toujours, donc, selon ce que nous ramène notre Chafetz Chaim ici, donc le besoin de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. J'ai une question sur l'origine de ces halachot, de ces écritures du Chafetz Chaim. Oui. Sur quel ça va de la Gemara, ces discussions? Alors, écoute, le travail du Chafetz Chaim, c'est un travail incroyable. Il faut bien comprendre, parce que on n'a pas dans la Gemara de Masechet Lashon Hara. On n'a pas. On a des diunim éparpillés dans tout le chasse, d'accord, et pas uniquement dans le chasse, dans les Braïtot, dans les Toseftot, d'accord, dans les Mechiltot, les Midrashei Halacha. C'est un travail considérable qu'il a fait que de reprendre tout ça. Maintenant, évidemment, il reprend les psukim, les premiers psukim, d'accord, Lotelech Rachil Va'amecha, Betzedek Tisparim, et ensuite il en fait un travail, il n'invente pas, d'accord, il n'a pas inventé un nouveau issur. Il a uniquement recensé et compiler les différents Issourim, mais c'est évidemment bourré de Chidushim, cette histoire-là. D'accord. Ce petit texte-là qu'on a étudié maintenant, vous comprenez bien, c'est un texte très fort, ce petit texte-là. Et moi, ce que j'aime bien dans ce texte-là, moi, je fuis le moussard à 2 francs 50. D'accord. Le moussard, il faut, ça m'exaspère, d'accord. C'est tout sauf comprendre qu'un homme, c'est pas un robot qui doit faire, qui doit. Je trouve que ce texte-là, qui met le point sur les profils psychologiques des personnes, en fait, ça nous permet, même nous-mêmes, quoi, de dire, ah, moi, je suis pas loin de celui-là. Hein. C'est vrai qu'au fond, quand je me connais un petit peu, je suis pas loin de celui-là. Voilà. Voilà. Ciao, messieurs, dames, bonne soirée. Merci beaucoup. En fait, quand on se reconnaît un peu partout, c'est qu'on est équilibré. Voilà. C'est qu'on sait qu'on n'est que des hommes.